soirée de solidarité nationale organisée au Fleuve Congo Hôtel par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale en faveur de victimes des inondations, des éboulements des terres et autres catastrophes au nom du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et à l'international, selon une mise à jour publiée par le Cobalt Institute, le marché du cobalt a enregistré en 2023 son plus grand excédent de ces dernières années, soit 12 500 tonnes, les doubles de l'excédent enregistré en 2022. Vous suivrez les détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Je l'ai annoncé dans les sommaires au nom du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé la soirée des solidarités nationales organisée jeudi 15 février 2024 au Fleuve Congo Hôtel par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale en faveur des victimes des inondations, éboulements des terres et autres catastrophes naturelles observées récemment à travers le pays et des déplacés internes. Le Premier ministre a donc remis un chèque de 15 milliards de francs congolais aux victimes des affres de guerre et catastrophes naturelles en RDC au nom du gouvernement. Damani Mujinga nous en dit plus. Dans le souci de résorber la crise humanitaire qui secoue le pays à la suite de la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert du M23 et des catastrophes naturelles, notamment dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri, de Kwilu, de Kwango, la ville de Kinshasa, le Kasaï central, à Malemba-Nkulu, que le gouvernement de la République est sur tous les fronts pour répondre positivement à l'appel de solidarité nationale lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi depuis 2022. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé la soirée de solidarité nationale organisée en faveur des victimes. Au début de son discours, le chef du gouvernement a rappelé la détermination du chef de l'État pour servir la nation. Il a remercié les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale pour tous les efforts conjugués par rapport à la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'ai l'honneur de représenter en cette soirée spéciale dédiée à la solidarité nationale. Je tiens d'abord à remercier le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale pour tous les efforts conjugués de concert avec la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Quant à l'organisation de cette soirée en faveur de la solidarité nationale, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a remis un chèque de 15 milliards de francs congolais, l'équivalent de 5 millions de dollars, au ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Cette fois-ci, un chèque de 15 milliards de francs congolais pour la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Et donc, j'espère que ça... Quelques membres du gouvernement, mais aussi des mandataires des entreprises publiques et privées, ainsi que plusieurs autres compatriotes, ont pris part à cette soirée de solidarité nationale. Hier, jeudi 15 février 2024, le chef d'état-major de la force navale, le vice-amiral Albert Kaoudi, a échangé avec le gouverneur militaire et commandant des opérations de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama. L'échange entre les deux officiers généraux ont tourné autour de la situation sécuritaire de l'Ituri pour la sécurisation de la zone lacustre contre les ennemis de la paix, notamment le lac Albert. Jojo Moulamba. La rencontre entre les deux officiers généraux a visé à renforcer et équiper les fusiliers marins et les unités de terre pour sécuriser le lac Albert. Les ennemis de la paix de la République démocratique du Congo empruntent généralement cette voie pour terroriser les populations. D'où la nécessité de sécuriser cette zone qui est d'une importance économique capitale. C'est notre mission. C'est pourquoi nous avons voulu voir de nos propres yeux et puis prendre des décisions qui s'imposent. Parce que la force navale a une mission de défense du territoire national des espaces liquides.
Et c'est aussi appuyer les unités terrestres qui sont en opération, là où l'accès dans les espaces liquides est difficile. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour 7 officiers supérieurs de la force navale d'encourager ses frères d'armes déployés au lac Albert. Il les invite à la discipline et à la loyauté, comme ce fut le cas pendant les élections. Les encourager de rester toujours nationalistes et loyaux. Être loyalistes pour que nous puissions atteindre notre objectif. Pour rappel, les éléments de la 32e région base navale ont appuyé efficacement les unités de terre pour la sécurisation des élections et de la protection des populations ainsi que de leurs biens. Au Nord Kivu, les habitants de Mungunga plaident pour le rétablissement de la paix car cela fait une semaine que les rebelles du M23 larguent de bombes sur la cité stratégique de Sake. De bombes qui ont atteint la ville de Goma côté Mungunga, causant ainsi des dégâts matériels et humains ce mardi. Une autre qui n'a pas causé des dégâts matériels tombée le mardi dernier, hier matin plutôt, à Mungunga, faisant ainsi plusieurs dégâts matériels. Les habitants de Goma disent être fatigués de l'insécurité et plaident pour le rétablissement de la paix dans cette partie du pays. Ils sont tour à tour écoutés dans cet élément réalisé par Francine Mokeba. Suivez. L'afflux des déplacés est encore, en tout cas, inondé la ville de Goma depuis hier. Pourtant, il y avait déjà plusieurs milliers hébergés dans cette ville. Je crois que cela pourra encore une fois alourdir la précarité aussi humanitaire pour l'ensemble de la population vivant la ville de Goma. Vous savez, la ville de Goma ne produit presque pas. Elle est une entité consommatrice. Elle dépend de différentes autres entités à titre des échanges à tous les niveaux et que comme l'ennemi à tout prix cherche à mettre à moule les extrémités de la ville de Goma, dans le sens aussi d'étouffer la ville de Goma. Et plus ces populations sont renvoyées en déplacement massif encore une fois, c'est un rajout de la calamité ou du malheur qui traverse la population qui vit, la population vivante dans cette ville cosmopolite qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Et donc l'ennemi n'a que en tout cas dans sa judiciaire ou dans son collimateur des démarches odieuses de forme criminelle à tous les niveaux parce qu'il s'agit en tout cas de tout cela constitue des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes d'agression qui ne cessent de s'enregistrer à la contre des populations congolaises. Et pour solution durable, il faudra que chaque parti prenne ses responsabilités du côté du gouvernement congolais, mettre toutes les batteries en marche et donner les réponses proportionnelles au degré de malice utilisé par l'ennemi, mais également la communauté internationale d'avoir un regard particulier sur la situation qui prévaut en RDC, en tout cas sans en faire en tout cas un regard sournois. Il faudra que tout le monde reprenne sa conscience et qu'on puisse comprendre que les citoyens congolais qui sont en train de périr chaque jour constituent une partie de la population du monde qui a besoin ou qui a les droits à la protection, à la sécurité comme tout le reste des citoyens de l'univers. Donc c'est aussi une question de prise de conscience et d'examen de la raison pour que chacun puisse se situer devant se rayer les responsabilités, pour donner à la population cette stabilité, cette paix durable tant attendue, car la population longtemps meurtrie, victime des affres de toutes les guerres d'agression qu'a connu la République démocratique du Congo. Dans plusieurs coins de la capitale, les affiches publicitaires sont collées ça et là dans plusieurs rues, rendant ainsi les infrastructures publiques méconnaissables. Une situation qui défigure même les visages de la ville de Kinshasa. Un constat fait par Damani Mujinga et Giscard Tamba. Suivez. Une ville propre est une ville agréable à vivre et à voir par tous ceux qui composent son environnement. Dans la ville de Kinshasa, des murs et plusieurs autres infrastructures publiques le long des rues sont envahis par des affiches publicitaires, laissant sales ces supports où ils sont collés. La campagne électorale des élections du 20 décembre dernier avait occasionné que beaucoup de candidats puissent coller leurs affiches par-ci et par-là, mais après cette période, le constat est amer car la plupart n'ont pas pris soin de les enlever afin de garder l'image de la ville propre. C'est la saleté qui reste lorsqu'ils mettent des affiches.
Pendant la campagne électorale, la CENI avait donné un délai à respecter pour que les affiches soient retirées et les candidats aux élections ont le devoir d'enlever les affiches après les élections car cela rend la ville sale. Certains pensent que pour éviter cela, l'État devrait imposer sa rigueur pour éviter que ces affiches soient collées dans l'anarchie. C'est à l'hôtel de ville de Kinshasa de recadrer les choses et ils doivent faire le suivi des affichages aux endroits appropriés. En principe, avant de coller les affiches, l'État doit être au courant afin que les délais d'affichage soient respectés. Tout ça, c'est l'État. Les autorités compétentes sont appelées à réguler les choses à ces sujets car cela salit davantage l'image de la ville de Kinshasa qui est déjà dans une bataille pour maintenir sa propreté. En sport, en prélude de la reprise du championnat national du football dans sa phase de play-off, le club engagé dans cette compétition affûte leurs armes. C'est le cas de l'Asvel Club qui s'est renforcé avec l'arrivée de nouveaux membres du staff technique venu renforcer la team vert et noir. Blessé Kouzola nous en dit plus. L'ASV Club vient d'étoffer son staff technique par une main-d'œuvre étrangère, ce après avoir confirmé l'ancien international marocain Abdeslam Ouadou au poste de l'entraîneur principal. Parmi les nouveaux membres, on trouve le belgo-français Enzo Donis, nommé assistant technique, entraîneur de développement de performances individuelles des athlètes et coup de pied arrêté. Il y a également le français Julien Léhéran qui est nommé préparateur physique du club. Ce technicien a également une licence A de l'UFAA. Le Sud-Africain Tchepo Leuta a quant à lui été nommé analyste de performances et vidéos. Il est également diplômé en sciences sportives. Enfin, le Franco-Guinéen Mama Ba a été nommé préparateur de gardien. Le Français détient également une licence IFAA. Ces renforcements du staff technique fait croire à une bonne organisation du club qui se profile à l'horizon car sous peu, l'équipe sera engagée à la phase play-off du championnat national de la République démocratique du Congo. C'en est fini pour les informations nationales. Place à présent à la page internationale. Parlons de l'Afrique du Sud qui est l'un des plus grands pollueurs au monde en raison de sa forte dépendance au charbon pour produire de l'électricité a obtenu un financement d'au moins 8,5 milliards de dollars pour transformer ses centrales au charbon en sites produisant de l'énergie solaire et éolienne. Éprouvé lors de la COP27 en Égypte, ces projets a été financé par des pays occidentaux dont l'Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni. Suivez. L'Afrique du Sud, qui est l'un des plus grands pollueurs au monde en raison de sa forte dépendance au charbon pour produire de l'électricité, a obtenu un financement d'au moins 8,5 milliards de dollars pour transformer ses centrales au charbon en sites d'énergie renouvelable. J'ai entendu parler des fermetures de centrales électriques et cela ne me convient pas parce que nous dépendons du charbon. Je connais des hommes dans notre région qui ont investi dans des camions pour transporter le charbon vers différents endroits afin de produire de l'électricité. Si le gouvernement supprime le charbon, nous ne pourrons pas nourrir nos familles. Nous savons comment travailler avec le charbon à Emalaleni, dans la province de Mpumalanga. Mais moi, l'énergie solaire, je ne sais pas comment elle fonctionne. Approuvé lors de la COP27 en Égypte, ce projet a été financé par des pays occidentaux dont l'Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni. La première centrale électrique à charbon à être mise hors service est celle de Komati à Mpumalanga. Si le gouvernement se convertit à l'énergie solaire dans les communautés où les gens dépendent des centrales à charbon pour travailler, les gens auront du mal à trouver un emploi. En faisant cela, ils ne se rendent pas compte que cela entraînera une augmentation de la criminalité dans cette zone. Ils devraient plutôt s'efforcer d'aider ces communautés à créer des opportunités d'emploi, ce qui réduirait la criminalité. En fin de compte, les gens finiront par s'entretuer à cause de la pauvreté.
Située à environ 2 km de la centrale électrique de Douva, la commune de Masakan abrite des milliers d'habitants. Les principales sources de revenus de cette communauté sont directement et indirectement liées à l'exploitation du charbon et à la centrale électrique. Cela ne me convient pas du tout parce que la majorité des gens, en particulier ceux qui vivent près de la centrale électrique de Douva, gagnent leur vie grâce à elle. Si le gouvernement ferme Douva, je ne serai pas le seul à être touché. La communauté de Masakan ne sera pas la seule touchée. De nombreuses personnes de Witbank seront touchées. Cela n'aidera aucun d'entre nous à Witbank, mais plutôt d'autres régions comme Middelburg. En Afrique du Sud, la transition énergétique reste une question controversée. Cette semaine, le ministre de l'Énergie a déclaré que la transition ne devait pas se faire au détriment de la sécurité énergétique. Je l'ai annoncé dans les sommaires. Selon une mise à jour publiée le 15 février par le Cobalt Institute, le marché du cobalt a enregistré en 2023 son plus grand excédent de ces dernières années. Il s'agit là d'un surplus de 12 500 tonnes, soit près de double de l'excédent enregistré en 2022 avec 6 300 tonnes. Jojo Moulamba nous en dit plus. Alors que le Cobalt Institute indique une hausse de 15% en glissement annuel de la demande à 213 000 tonnes l'année dernière, l'excédent peut s'expliquer par une hausse encore plus importante de l'offre. La production minière mondiale a en effet progressé de 23% en glissement annuel pour atteindre 246 000 tonnes en 2023. La République démocratique du Congo a représenté 80% de cette offre avec notamment l'ajout d'environ 37 000 tonnes de cobalt à sa production de 2022. Il faut noter que cette progression de l'offre congolaise est à mettre au crédit du chinois KMOG qui a vu sa production plus que doubler pour atteindre 56 000 tonnes environ l'année dernière contre 20 000 tonnes en 2022. La compagnie minière propriétaire de mines Tenke Fungurume et Kisanfu en RDC en a profité pour détrôner les Suisses Glencore comme premier producteur mondial de ces métals stratégiques. Bien que les fondamentaux du marché restent intacts avec une demande mondiale qui devrait continuer à augmenter, l'excédent enregistré sur le marché l'année dernière a impacté le prix du cobalt qui ont chuté d'environ 30%. Alors que le cabinet Rystad Energy prévoit l'un des excédents le plus importants jamais enregistrés en 2024, les prix pourraient encore rester faibles cette année, réduisant le bénéfice des producteurs. Ainsi prend fin, mesdames et messieurs, cette grande édition du journal de ce vendredi 16 février 2024. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les deux principaux titres. Une soirée de solidarité nationale organisée au Fleuve Congo Hôtel par le ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale en faveur des victimes des inondations, éboulements des terres et autres catastrophes au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et à l'international, vous avez suivi dans cette édition, selon une mise à jour publiée par les Cobalt Institute, le marché du cobalt a enregistré en 2023 son plus grand excédent de ces dernières années, soit 12 500 tonnes, de double de l'excédent enregistré en 2022. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Géopolis Télévision. Au revoir.